Nous sommes le 11 décembre 1941. Le président des États-Unis, Franklin Delano Roosevelt, s'apprête à signer un document qui va bouleverser le cours de l'histoire, la déclaration de guerre contre l'Allemagne. À ses côtés, le sénateur Tom Connally jette un œil à sa montre, relevant l'heure exacte de ce simple geste de la main qui va changer le monde. Derrière eux, un comité de sénateurs, Alben Barclay du Kentucky, Carter Glass de Virginie, Joseph Martin du Massachusetts, observent en silence. Ils savent que cet instant marque un point de non-retour sur la scène internationale. La guerre sévissait en Europe depuis 1939, les États-Unis s'en tenant à l'écart, mais un séisme militaire aussi colossal qu'imprévisible va venir tout bouleverser. Pearl Harbor. Retour quelques jours plus tôt, le 7 décembre 1941 au petit matin. À Pearl Harbor, base navale américaine située à Hawaï, la journée s'annonce comme les autres, mais en quelques minutes tout bascule. 350 avions japonais surgissent en 2 vagues successives. Leur objectif, neutraliser la flotte du Pacifique et empêcher toute riposte américaine. Une attaque éclair, brutale et stratégique qui va changer à jamais la trajectoire de la guerre. Mais pourquoi Pearl Harbor? Pourquoi cette attaque a-t-elle déclenché une réaction aussi immédiate? Et quelles en seront les conséquences pour la suite de la Seconde Guerre mondiale? Aujourd'hui, focus sur Pearl Harbor. Alors, on peut se demander comment le Japon est passé de petite puissance à la périphérie du continent asiatique à une puissance industrielle de premier plan. Grâce à une industrialisation rapide et soutenue, il s'impose progressivement comme une grande puissance économique et militaire. Mais cette montée en puissance fait face à un défi majeur, l'accès aux matières premières essentielles comme le pétrole, le charbon et les minerais. Or, le Japon n'a pas vraiment pu jouer la carte de l'autosuffisance. Ses ressources se trouvent principalement aux États-Unis et dans les colonies européennes d'Asie du Sud-Est. Face à cette dépendance, le Japon adopte une stratégie expansionniste. En 1931, il passe à l'action et envahit la Mandchourie au nord de la Chine. Puis en 1937, après une série d'incidents militaires, Pékin tombe sous le contrôle des troupes nippones. La guerre sino-japonaise est désormais déclarée. Cette montée en puissance n'est pas du tout au goût des États-Unis. En 1939, Washington met fin au traité de commerce et de navigation entre les deux pays. Mais le Japon ne compte pas s'arrêter là. Alors, Roosevelt décide de frapper là où ça fait mal. Gel des avoirs japonais, embargo sur le pétrole, et bien sûr, les Britanniques et les Néerlandais suivent le mouvement. Plutôt que reculer, le Japon perçoit ces sanctions comme une véritable déclaration de guerre économique. On est à 2 doigts d'un séisme géopolitique majeur. Le 7 décembre 1941 va tout faire basculer. Durant l'été 1940, Roosevelt signe une loi sur le contrôle des exportations de matériaux stratégiques vers le Japon. Un coup dur pour les ambitions militaires nippones. De son côté, l'empereur Hirohito ne reste pas les bras croisés. Il signe le pacte tripartite avec l'Allemagne et l'Italie, un accord de défense mutuelle contre toute puissance extérieure à la guerre. Pour les Américains, Hawaï et sa base de Pearl Harbor sont une pièce maîtresse dans le jeu stratégique du Pacifique. Située à près de 4000 km du continent, la base permet d'intervenir rapidement dans la région. Pearl Harbor devient une véritable forteresse. Batterie d'artillerie, hangars géants, casernes pour des milliers de soldats, souterrains et même un gigantesque réservoir d'essence. Les infrastructures se renforcent au rythme de l'expansion japonaise dans le Pacifique. La tension monte et le compte à rebours est lancé. En 1941, le Japon dispose d'une armée assez puissante pour imposer sa loi en Asie. Mais sur le plan économique, il n'a pas les ressources financières pour tenir dans un conflit de longue durée. Alors la stratégie est simple, frapper vite et fort. L'objectif de l'attaque est clair, détruire la flotte américaine à Pearl Harbor pour ouvrir la voie vers l'Asie du Sud-Est et les îles du Pacifique, tout en forçant les Américains à se replier sur la Californie. En prime, l'idée est de raser les docks, les ateliers de réparation, les réservoirs de carburant et les aérodromes, mais ce n'est pas tout. Il s'agit aussi de faire payer aux États-Unis les sanctions économiques qu'ils ont imposées. Le plan d'attaque, signé par Hirohito le 5 novembre 1941, avait en réalité été préparé dès le début de l'année par le commandant en chef de la flotte japonaise, Isoroku Yamamoto. Pendant ce temps, les négociations entre le Japon et les États-Unis piétinent. En novembre 1941, le Japon exige l'arrêt du soutien américain à la Chine, tandis que le secrétaire d'État Cordell Hull réclame le retrait des troupes nippones. La tension est à son comble. Le 6 décembre 1941, Roosevelt tente une ultime médiation en adressant un télégramme à Hirohito. Mais le lendemain, le général George Marshall reçoit un message crypté des affaires étrangères japonaises et comprend que l'attaque est imminente. Il envoie aussitôt une alerte aux bases américaines de la région, mais à cause de problèmes techniques, le message arrive trop tard à Pearl Harbor. Sauf qu'au large, une flotte japonaise imposante a quitté secrètement les îles Kuril. Silencieuse, sans émettre le moindre signal radio, elle fonce droit sur Pearl Harbor. Le 7 décembre 1941, le jour se lève tranquillement sur la baie d'Hawaï.
Le temps est doux, l'ambiance agréable, mais ça ne va pas durer. Tora! 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 Le signal codé Tora Tora Tora, prononcé par Mitsuo Fuchida, déclenche une attaque éclair sur la base de Pearl Harbor. Pas de déclaration de guerre préalable, l'effet de surprise est total. Pourtant les signaux d'alerte étaient là. Vers 4h du matin, un dragueur de mine repère un périscope à l'entrée du chenal, mais le contre-torpilleur envoyé sur place ne trouve rien. Quelques heures plus tard, un autre sous-marin est repéré et finalement coulé, mais l'information reste bloquée, ne parvenant jamais au poste de commandement. Sur les hauteurs de l'île, des soldats testent un nouveau système de détection, le radar. Ils détectent une masse sombre en approche. L'alerte est transmise, mais leur supérieur minimise la menace. À Washington, les services de renseignement interceptent un message japonais. Le gouvernement japonais a le regret d'informer le gouvernement américain qu'en raison de son attitude, il ne peut rien faire d'autre que considérer qu'il est impossible d'arriver à un accord en menant d'autres négociations. Le message est transmis officiellement par l'ambassade japonaise à 13h. Pensant qu'il s'agit d'un ultimatum, le gouvernement américain relaie l'information aux états-majors, mais sans urgence. À cause d'une panne radio, le télégramme d'alerte n'arrive à Pearl Harbor que quelques minutes avant le début de l'assaut. Bien trop tard pour réagir. Quand les avions japonais surgissent, ils transforment Pearl Harbor en véritable champ de bataille. Les appareils américains alignés aile contre aile sur les portes-avions deviennent des cibles parfaites. Dirigée par le général Hideki Tojo, la marine impériale japonaise lance la première vague d'attaque à 7h48. Plus de 400 avions, partis de 6 porte-avions, déferlent sur Pearl Harbor en déchaînant des milliers de munitions. À 8h40, une seconde vague cible cette fois les installations terrestres. L'amiral Yamamoto et ses hommes signent une victoire écrasante. Une heure après la première frappe, le Japon remet officiellement sa déclaration de guerre. Le jour d'infamie, comme le qualifiera Roosevelt, précipite l'entrée des États-Unis dans le conflit mondial. Préparée pendant des mois dans le plus grand secret par Isoroku Yamamoto, l'attaque éclair sur Pearl Harbor ne dure que 2 heures. Pour surfer sur l'élan de Pearl Harbor, le Japon ne s'arrête pas là et enchaîne avec des attaques sur les Philippines, Singapour, la Birmanie et l'Indonésie. Son plan ? Étendre sa domination sur le Pacifique et l'Asie orientale, tout en espérant forcer les Américains à négocier une paix sur mesure qui lui laisserait la main sur ses conquêtes coloniales. L'attaque de Pearl Harbor, aussi spectaculaire soit-elle, n'aura finalement été qu'un coup d'éclat de courte durée. Les Japonais ont certes réussi à mettre une belle pagaille dans le Pacifique, mais ils ont un peu trop sous-estimé la capacité des Américains à se relever. Boostés par leur alliance avec les forces alliées, les États-Unis vont rapidement contre-attaquer en menant des batailles clés comme Midway et Guadalcanal. Résultat, le Japon capitule le 2 septembre 1945 et perd son empire, son armée et toutes ses conquêtes. Le Japon s'est présenté comme le grand libérateur des peuples asiatiques, face aux colonisateurs occidentaux. Mais sans s'y tromper, le véritable objectif était surtout de s'assurer un bon stock de pétrole et de matières premières pour continuer la guerre. Grosse erreur de calcul. Les États-Unis ne vont pas seulement riposter, ils vont infliger une défaite décisive à l'Empire du Soleil Levant. Yamamoto aurait même dit « Je crains que tout ce que nous avons réussi à faire est de réveiller un géant endormi et de le remplir d'une terrible résolution. » L'effet Pearl Harbor ne s'est pas fait attendre. Panique générale, colère froide et une poussée de patriotisme digne d'un film hollywoodien de leur époque. Les Américains laissent tomber leur posture isolationniste pour adopter une mentalité nationaliste contre l'ennemi juré. Franklin D. Roosevelt ne mâche pas ses mots dans son discours du 8 décembre. Je demande que le Congrès déclare que l'odieuse et nullement justifiée agression japonaise, le dimanche 7 décembre, il existe un état de guerre entre les États-Unis et l'Empire du Japon. Le Congrès ne tergiverse pas longtemps. Vote express pour l'entrée en guerre aux côtés des Alliés malgré un désaccord de l'opinion publique. C'est ainsi que Franklin D. Roosevelt et des sénateurs signent la déclaration de guerre contre l'Allemagne, donc l'Axe, le 11 décembre 1941 comme nous l'avons vu sur notre première photo. Quelques jours plus tard, les gouvernements de l'Axe déclarent la guerre aux États-Unis. Le bilan humain est lourd. Côté américain, c'est une vraie hécatombe. 2403 morts ou disparus, 1178 blessés, une sombre journée dans l'histoire du pays qui reste toujours l'objet de commémoration. Elle a aussi coûté cher en matériel, 19 navires coulés ou endommagés et 188 avions réduits à l'état de déchets. Heureusement, petit coup de chance dans ce marasme, les 3 porte-avions de l'US Navy n'étaient pas à la base ce jour-là. Côté japonais, les conséquences n'ont pas été aussi sévères. 64 soldats tombés au combat, un sous-marinier capturé, 29 avions partis en fumée et 4 sous-marins coulés. Pas de quoi fanfaronner, mais rien de comparable au carnage côté américain. Les États-Unis ne se contenteront pas de riposter. En plus de se ranger du côté des Alliés, ils deviendront une pièce maîtresse dans la création des Nations Unies et de l'OTAN. Après Pearl Harbor, l'Amérique fait son entrée sur la scène mondiale et gagne bientôt son titre d'hyperpuissance.
L'attaque surprise de Pearl Harbor par les Japonais le 7 décembre 1941 reste un des épisodes les plus marquants de l'histoire des États-Unis, avec plus de 2400 morts ou portés disparus. Ce raid, conçu pour neutraliser la puissance des États-Unis dans le Pacifique, provoque l'entrée immédiate du pays dans la Seconde Guerre mondiale. Un vrai électrochoc national. Adieu l'isolationnisme, bonjour le patriotisme musclé. Le lendemain, le président Roosevelt qualifie cette journée d'infamie, et le Congrès vote la déclaration de guerre contre le Japon, entraînant à son tour l'Allemagne et l'Italie dans le conflit contre les États-Unis.